J'ai le plaisir donc de proposer la parole pour ce premier topo de la dernière session sur la dermatologie tropicale à Mayotte par le docteur Marc Dumas, donc, qui travaille de plus en plus régulièrement à Mayotte en tant que dermatologue et qui est rattaché également à notre service à la Réunion, à Saint-Pierre. Donc écoute, à toi. Merci Antoine. Donc bonjour, déjà merci beaucoup au comité d'avoir organisé ce super congrès qui est vraiment excellent et merci de m'avoir proposé de participer. Alors moi on m'a demandé de parler des particularités dermatologiques à Mayotte. Comme l'a dit le professeur Bertolotti, moi je suis dermatologue à mi-temps entre Mayotte et la Réunion et c'est vrai que les choses qu'on voit à Mayotte ne sont pas du tout celles qu'on voit à la Réunion. Donc, je vais parler de deux pathologies. La première sera les chromomycoses et la seconde sera la lèpre. J'ai mis pas mal de photos. Donc, les chromomycoses, c'est un champignon qui fait partie d'un grand groupe appelé les phaeohyphomycoses, qui sont des champignons qui ont la particularité d'être noirs, notamment en culture. C'est des champignons telluriques cosmopolites, mais qui vont prédominer dans des climats un peu chauds et humides et qui vont pouvoir faire des infections suite à des traumatismes, notamment cutanés pour la chromomycose, et parfois sur des terrains immunodéprimés, mais pas toujours, comme on va le voir. Donc la chromomycose, c'est un champignon qui fait partie des phaeohyphomycoses avec deux genres principaux que sont Fonsecaea et Cladophyalophora. L'espèce la plus fréquente étant classiquement Fonsecaea pedrosoi, mais avec les nouvelles techniques d'identification, peut-être que ce sera amené à changer à l'avenir. Et vous pouvez voir sur les photos en culture, donc ces cultures qui sont noires, avec un aspect filamenteux au microscope sur les images du dessous. Où est-ce qu'on la retrouve, cette moisissure? Plutôt dans les zones tropicales, donc Amérique centrale, Amérique du Sud, l'Asie avec la Chine, le Japon. Mais en fait, quand on regarde un petit peu la littérature, on en retrouve aussi en Inde, donc un petit peu partout dans les zones tropicales. Et pour ce qui nous concerne, il y a beaucoup de cas à Madagascar, avec une prévalence qui va être évaluée entre 0,8 pour 100 000 à 1,47 pour 100 000 en fonction de la zone géographique. Et l'espèce la plus retrouvée, c'est Fonsecaea nubica. Ce qui nous concerne, nous, entre Mayotte et la Réunion, c'est très difficile de vous dire qu'est-ce qu'on a, parce qu'on n'a aucune donnée. On est actuellement en train d'essayer de faire un recueil de l'ensemble des cas à la Réunion avec le professeur Bertolotti, avec un interne qui fera sa thèse sur ce sujet. Et moi, j'ai essayé de regarder un petit peu tous les cas qu'on avait eus à Mayotte, en appelant le laboratoire et grâce aux anapates. J'ai pu colliger environ une dizaine de cas, dont 4 cas de Fonsecaea nubica, un monophora, un Fonsecaea qui n'avait pas d'identification et 4 cas diagnostiqués sur des prélèvements uniquement anatomopathologiques et on n'avait pas d'examen, j'ai pas retrouvé d'examen mycologique. Cette mycose, elle fait partie des mycoses profondes. Nous, en dermatologie, souvent, on a des mycoses superficielles qui atteignent juste la partie externe de la peau. Et en fait, ces mycoses vont aller en profondeur, atteindre la deuxième, puis même parfois la troisième couche de la peau, qui est l'hypoderme. Et elles sont transmises par des effractions cutanées en contact avec des souillures telluriques ou des piqûres d'un réservoir végétal ou en contact avec des éléments en décomposition sur le sol. Mais en fait, le réservoir exact, il n'est pas très bien connu. Sur les photos en bas, là, vous avez des grandes plantes avec des petits pics sur le dessus. C'est issu d'une publication d'une équipe de Madagascar en associant avec le docteur Cornet qui est à Grenoble, mycologue à Grenoble, et où ils ont essayé de retrouver un petit peu quelles pourraient être les plantes à l'origine de ces effractions cutanées qui ont pu transmettre la chromomycose, mais pour l'instant on n'a pas encore bien compris quelle était la plante à l'origine. Les sièges d'atteinte de la chromomycose, c'est plutôt les zones découvertes et non protégées, donc principalement aux membres inférieurs dans les cas rapportés. Chez des hommes, on retrouve des sex ratios estimés jusqu'à 17 pour 1 dans certaines études, ce qui est énorme, et principalement donc des métiers manuels à type d'agriculteurs, bûcherons, ce qu'on appelle des occupational diseases en anglais, c'est-à-dire des maladies liées au travail de nos patients. La particularité, nous, chez les chromomycoses, c'est que c'est des patients qui ne sont pas du tout immunodéprimés. Ils sont en pleine forme, ils peuvent avoir de la tension ou d'autres maladies, mais en tout cas, il n'y a pas de terrain d'immunodépression sous-jacent.
Cette maladie, les chromomycoses, fait depuis 2017 partie du groupe des Neglected Tropical Diseases, qui sont des maladies tropicales endémiques prédominant dans les zones tropicales et subtropicales et qui affectent préférentiellement des populations pauvres qui n'ont pas accès au système de santé. Et nous, en fait, quand on les voit en consultation, c'est souvent ça, c'est des personnes soit migrantes, soit des personnes qui ont difficilement accès aux médecins. Qu'est-ce que ça donne ? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est des pathologies qui sont très lentement évolutives et chroniques et qui vont finir par entraîner des séquelles très handicapantes chez nos patients, avec une présentation clinique très polymorphe, décrite dans les études comme des formes en plaques, verruqueuses, nodulaires, tumorales ou atrophiques, avec parfois des lésions satellites, possiblement par inoculation, auto-inoculation, parce que la dissémination à distance, finalement, elle est rare, et on ne fait pas d'examen complémentaire pour faire un scanner cérébral ou autre, parce que normalement, c'est qu'une localisation cutanée aux zones de traumatisme avec les plantes. Et du fait de la transmission, c'est une prédominance aux membres inférieurs. Donc on le voit là sur les photos, on a à gauche une forme en plaque, au milieu, une forme un peu plus épaisse qu'on pourrait dire verruqueuse ou nodulaire. Et à droite, carrément une évolution tragique avec de multiples nodules qui vont conglomérer et entraîner des séquelles, des complications à type de lymphédème, parfois de surinfection, et aussi des odeurs et des démangeaisons. Les patients se plaignent vraiment de ça. Ça leur pourrit la vie parce qu'en fait, ça suinte, ils n'arrivent pas à laver, ça sent très mauvais, donc ça a un impact très fort sur la qualité de vie. Le diagnostic différentiel, il y en a beaucoup, mais nous, principalement, notamment au stade débutant, ça va être les cancers cutanés, notamment les carcinomes épidermoïdes. Après, quand on a un petit peu l'œil et qu'on connaît la zone géographique, assez rapidement, on redresse le diagnostic pour une chromomycose. De nouvelles photos issues de la littérature, avec tout en haut à gauche une forme initiale avec une toute petite plaque ronde qui va pouvoir évoluer, grandir, comme on voit sur la photo de la main, des formes un peu plus arciformes en bas à gauche, et de nouveau ces formes nodulaires sur les deux jambes en haut à droite qui sont très impressionnantes. Et parfois dans les évolutions, on peut le voir en bas à droite, il y a des formes atrophiques, comme si ça avait un petit peu cicatrisé au centre avec une extension en périphérie. Et certains articles se sont attachés à classer ces formes, à grader la sévérité de ces atteintes en peu sévère, moyennement sévère à très sévère en fonction en fait, de la surface cutanée. Des photos des cas rencontrés à Mayotte, donc tout à gauche, pardon, c'est l'exemple initial de ces patients qui ont des formes nodulaires disséminées et qui vont entraîner des séquelles à type de lymphédème. Vous voyez, on peut comparer la jambe de droite et de gauche. Il a une énorme jambe à gauche et c'est un patient qui est agriculteur. Il ne peut plus travailler maintenant qu'il a cette maladie parce qu'il n'arrive pas à se déplacer, ça lui fait mal, ça suinte, donc l'impact il est énorme. Au centre, on a une forme qui pourrait nous faire se méprendre avec un carcinome épidermoïde, par exemple, un cancer de peau, avec une zone un peu plus atrophique au centre, mais c'est bien une chromomycose. Et à droite, une forme un peu plus superficielle d'extension, on dirait d'extension progressive périphérique, avec une zone un peu plus séquellaire atrophique au centre. Comment on fait le diagnostic? On l'évoque déjà cliniquement et parce qu'on sait qu'on est dans une zone où on a des chromomycoses et on peut le faire de manière assez simple en grattant à la surface et en regardant le microscope. Et le professeur Bertolotti m'a gentiment prêté une vidéo, je vous montrerai juste après, où en fait on va retrouver des cellules mûriformes qui sont très spécifiques de la chromomycose. On peut dire directement avec ce résultat que c'est le bon diagnostic. On peut faire aussi des prélèvements histologiques, c'est d'ailleurs, nous, ce qu'on fait à Mayotte, on envoie ensuite en métropole pour avoir une analyse histologique et l'aspect, le granulome, va nous faire évoquer ça. Et on peut retrouver aussi des aspects de cellules mûriformes ou parfois appelées fumagoïdes aussi sur l'histologie, qui est spécifique de la chromoblastomycose. Ces analyses ne nous permettent pas un diagnostic d'espèce et pour cela, il faut envoyer en analyse. Alors, il y a deux sites, en gros. Il y a Pasteur à Paris, et je vous ai mis un exemple d'identification, et il y a un autre centre à Grenoble avec le professeur Cornet. Alors, je ne sais pas si on peut mettre la vidéo, si vous pouvez... vous m'avez dit comment on fait, mais je ne sais pas. Ah, si, peut-être ça. Super. Donc vous voyez, un patient qui a une suspicion de chromoblastomycose, on va gratter les squames sur le dessus
dans cette publication-là, qui explique un petit peu comment on réalise, ils disent même qu'il faut essayer de centrer sur les zones un petit peu noires, et ensuite on va faire un examen à la lame, et on voit ces cellules muriformes qui sont typiques de chromoblastomycose. De nouveau des photos avec des formes peu sévères, moyennement sévères et très sévères en haut, donc des petits nodules qui vont former un grand placard au fur et à mesure et ensuite qui vont engainer toute la jambe avec de nouveau un aspect au grattage et en histologie de ces cellules muriformes. Quel est le traitement ? C'est très difficile à dire et je ne pourrais pas vous répondre parce qu'en fait il n'est pas codifié. On n'a pas d'études contrôlées randomisées qui peuvent nous guider pour le traitement. Et ce que moi je constate, mais je pense qu'on est nombreux à le constater, c'est qu'on a souvent des rechutes fréquentes qui sont notamment liées au terrain, au quotidien de nos patients, des patients qui sont souvent dans une grande précarité et pauvreté, avec parfois des gens qui vont être renvoyés à la frontière s'ils sont comoriens, et qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une continuité de traitement parce que c'est des traitements qui vont être très longs. Donc comment on fait nous à Mayotte ? Je travaille avec une super équipe de chirurgie et donc quand on a des lésions un peu isolées, on essaie de les enlever complètement. Et une question à laquelle j'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'on doit faire un traitement post-chirurgie ? J'en ai aucune idée, il n'y a rien dans la littérature pour essayer de prévenir les récidives. Et pour l'instant, en fait, le recul qu'on a sur les premiers patients qu'on a traités, il est trop court pour vous dire est-ce qu'ils ont récidivé plus tard. Sinon, dans la littérature, en gros, ce qui est dit, c'est que c'est des antifongiques en mono ou voire même plutôt en bithérapie et à double dose, donc terbinafine double dose, itraconazole double dose, pour des durées qui ne sont pas codifiées non plus, pouvant aller jusqu'à 1 an. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est très difficile avec des patients qu'on a du mal à suivre, qui parfois peuvent être renvoyés dans leur pays d'origine. On a souvent des interruptions de traitement. Et ce qu'on n'imagine pas non plus, c'est que parfois, ça ne coûte pas toujours très cher, mais 10 € ou 20 € pour des patients qui n'ont pas d'argent, c'est une somme qui est pas possible à être dépensée. Donc on a des gros problèmes de traitement. Et dans les études aussi, ou les articles plutôt qui sont publiés, ils proposent parfois des associations avec d'autres traitements locaux, notamment la cryothérapie ou des traitements comme l'imicumod ou le 5-FU qui sont des chimiothérapies topiques. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment pour l'instant de traitement de référence. Peut-être qu'avec l'étude menée par le professeur Bertolotti, on aura un peu plus de réponses, mais je n'ai pas de réponse à ce jour. Je vais passer à la lèpre et je remercie le docteur Wankap Rodrigue ainsi que madame Afidou qui travaillent en fait au même service que le CLAT. On a eu 2 infirmières hier qui sont venues nous présenter leur travail et il y a donc une structure qui s'appelle Action Santé juste à côté de l'hôpital dans le bâtiment de Jacaranda où est pris en charge la lèpre et actuellement c'est le docteur Wankap qui y travaille et merci aussi au professeur Bertolotti pour la vidéo que je vous montrerai tout à l'heure. Donc quand je parle de la lèpre, j'aime bien demander un peu quel est l'imaginaire que vous avez de la lèpre. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Souvent, la première chose qu'on me dit, c'est « Pardon, la lèpre, ça n'existe plus ». Alors qu'en fait, à Mayotte, on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et souvent, il y a un imaginaire assez floride sur cette maladie. Donc, je vais essayer de vous en parler un peu plus pour vous donner une idée de ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie infectieuse, à tropisme cutané et neurologique qui est lié à Mycobacterium leprae ou le bacille de Hansen. Hansen, c'est le monsieur qui est sur la photo à droite et qui l'avait décrit et et la contagiosité se fait via le patient multibacillaire avec des voies d'extériorisation qui sont les voies aériennes respiratoires supérieures. En fait, on a une réplication dans la muqueuse nasale chez les patients multibacillaires et via les gouttelettes de salive ou la toux, on va avoir une pénétration dans les voies aériennes du patient en face qui peut entraîner une contamination. Souvent, on a l'impression que si on va se frotter aux patients lépreux, on va avoir la lèpre. Alors théoriquement, il n'y a pas de contamination via la peau, sauf si on se frotte vraiment sur une plaie de léprome, donc de lésion de lèpre. Mais on a notre collègue qui est parti à la retraite l'année dernière, Dalila Oussaïd, qui s'est occupé de la lèpre pendant 16 ans à Mayotte, qui n'a jamais eu la lèpre et elle mettait pas toujours de gants, je peux vous dire. Je suis allé avec elle un peu en consul, c'était très formateur. Et voilà, il faut, la contamination via la peau est quasiment impossible, je dirais. L'incubation est très longue, on dit que c'est 2 ans à plus de 20 ans.
Et c'est une maladie qui est contagieuse mais peu pathogène. Même un bref contact peut être contaminant. Mais en fait, il y a un très faible pourcentage de la population qui va développer la maladie. On estime peut-être 5%. Et il y aura un intérêt de la vaccination contre le BCG parce qu'on aurait une immunité croisée et qui réduirait le risque. Au niveau épidémiologique, qu'est-ce qu'on a nous? C'est pareil, les données, on n'en a pas beaucoup. J'ai essayé d'avoir des données un peu récentes que je vous présenterai après. Et professeur Bertolotti avait fait une étude avec Dr Maillard portant sur 2006 à 2019 à Mayotte. Et sur cette période, on avait 674 nouveaux cas, dont 332, donc environ 50% autochtones, 185 étaient importés et 157 d'origine indéterminée. Dans 91% des cas, les cas importés étaient d'Anjouan. Et ça donnait une incidence moyenne annuelle sur cette période de 2,2 cas pour 10 000 habitants et une prévalence de 3,11 pour 10 000 habitants, avec normalement un seuil OMS de problème de santé publique fixé à 1 pour 100 000. Donc ça reste un problème à Mayotte, la lèpre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'âge moyen des patients était de 29,8 ans. Donc c'est des patients jeunes, les patients qu'on suit pour la lèpre. Juste parce que, pour remettre un petit peu d'idées géographiques, donc on est dans le golfe du Mozambique ici, avec les Comores et Mayotte en bas à droite. Et en fait, il y a beaucoup de patients qui viennent de Anjouan et qui viennent souvent à Koungou. Et il y a un gros foyer épidémique là-bas. En 2023, donc ça c'est le docteur Wankap qui m'a donné les données de l'année dernière. Il y a eu 64 nouveaux cas avec 52 cas de formes multibacillaires, qui sont les formes contagieuses, et 12 cas de formes paucibacillaires. Et le nombre total de patients suivis à Mayotte en 2023 était de 105 patients. Et vous avez en bas, là, dans le petit tableau, le nombre de nouveaux cas depuis 2014 jusqu'à 2023. Alors, il y a un petit pic en 2023, je ne peux pas l'expliquer, mais globalement, c'est une cinquantaine de patients par an. Un peu de physiopathologie, mais très brève. Je vous disais que c'est une maladie qui est assez contagieuse, mais peu de personnes vont le développer. En gros, quand on est en contact avec la maladie, un grand nombre va guérir. Et ensuite, seule une faible partie va développer la maladie de la lèpre sous des formes différentes cliniquement. Et ce sera très important parce qu'en fonction de la forme, on va adapter le traitement en fonction des patients paucibacillaires et multibacillaires. Et globalement, on a des patients qui vont avoir une très bonne réponse immunitaire et vont réussir à contrôler la maladie. C'est ce qu'on appelle les formes polaires tuberculoïdes, avec à l'opposé les formes polaires lépromateuses, qui sont les gens dont le système immunitaire n'arrive pas bien à contrôler la maladie et vont développer beaucoup de lésions. Et en fait, l'OMS a essayé de définir deux groupes de patients. Les patients qui vont avoir moins de 5 lésions, qui sont considérés comme paucibacillaires, et les patients avec plus de 5 lésions comme multibacillaires. Et ça, c'est un intérêt très pragmatique, c'est que ça va orienter le traitement et la durée de traitement. Ça, il faut savoir que la lèpre, parfois, il y a des pays où ils n'ont pas de laboratoire pour faire les diagnostics. Donc, en fait, c'est juste un diagnostic clinique. Et donc, ils avaient besoin de diagnostic simplifié pour orienter le traitement. Je vais en venir à la clinique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit donc des lésions cutanées et neurologiques. Et sur le plan dermatologique, on va faire très simple. On a soit des formes avec des boules, soit des formes avec des plaques. Donc les boules, ça va être des papillonodules fermes de couleur peau qui sont distribués de manière symétrique sur les oreilles, le visage, les membres. C'est ce qu'on appelle des lépromes. Et pour les plaques, c'est des macules ou taches hypochromiques qui sont rondes à ovales allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres et qui ont la caractéristique d'être hypoesthésiques au toucher, c'est-à-dire que les patients sentent moins bien dessus. Et je vais revenir un peu moins sur les atteintes neurologiques parce que je ne suis pas neurologue. On peut retrouver des atteintes à type d'hypertrophie nerveuse et une neuropathie périphérique longueur dépendante qui peut se compliquer de troubles moteurs et trophiques à l'origine d'un handicap chronique. Et en fait, c'est une des problématiques dans la lèpre, c'est comme pour le diabète, ils ne sentent plus dans leurs extrémités, donc ils peuvent se blesser et se faire des plaies. Et on va avoir un handicap séquelaire. Je vous montrerai quelques exemples. Alors, pour parler concrètement, voici quelques photos. Le patient à gauche, c'est un patient qu'on m'avait adressé pour des lésions bulleuses récidivantes du dos de la main droite d'origine non identifiée. Et nous, en dermato, on adore déshabiller nos patients et ça paye parce que, en fait, quand vous regardez bien, il a plein de petites, de grandes taches
un peu dépigmenté, c'est-à-dire un peu plus clair, et qui était hypoesthésique. Et en fait, ce patient, il a une lèpre. Et c'était pas une dermatose bulleuse ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il se brûlait à chaque fois parce qu'il sentait pas les plaies. Et donc, il récidivait sur cette neuropathie périphérique des lésions chez un patient, en fait, lépreux. Le patient de droite, c'est un patient qui m'a été adressé pour une gale. Et en fait, quand on l'examine, il a plein de boules sur les bras, ça c'est flagrant. Et en fait, pour la lèpre, il faut regarder les oreilles. Et ce monsieur, il avait des petits nodules, des petites boules sur les oreilles, et ça c'est typique d'une lèpre, de léprome dans le cadre d'une lèpre. Donc, je vais vous montrer un peu des différents exemples encore de plaques, de taches et de boules. Cette petite fille qui avait 4 macules et taches, donc des lésions assez rondes, circonscrites, un petit peu dépigmentées et qui étaient hypoesthésiques au toucher. C'est une forme selon la classification OMS de lèpre tuberculoïde avec moins de 5 lésions. Ce patient avait un peu plus de lésions, c'était plus floride, avec des grands placards sur le visage. Vous voyez que ça peut atteindre un peu tout le corps. Et la particularité aussi des lèpres, c'est que quand ils n'ont pas de ce qu'on appelle des réactions reverse, j'y reviendrai juste un tout petit peu après, c'est des patients qui sont en très bon état général. Ils viennent sur leurs 2 pieds, on communique, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, il est tout souriant ce jeune homme. Donc ce n'est pas des patients très altérés. Parfois, c'est un peu plus affichant. Ça, ce sont des lépromes, donc les boules qui vont être sur le visage ou encore sur les oreilles, comme vous pouvez voir à droite. On peut en retrouver donc un peu partout, mais notamment sur les membres aussi, et parfois sur les doigts, qui vont donner un aspect un peu boudiné, c'est lépromes. Et parfois, on va avoir une association des deux. Donc, ce monsieur avait des grands placards hypopigmentés partout sur le tronc. Mais quand on regarde bien, on regarde les oreilles. Et là, pareil, il y a des boules sur les oreilles. Ça, c'est une lèpre. Il n'y a pas 36 000 diagnostics. Au bout d'un moment, on va avoir une infiltration cutanée complète du visage, avec la peau qui va être épaissie, durcie, et qui va renforcer un petit peu les traits, les rides. On appelle ça un faciès léonin, c'est parce que ça ressemble au lion qui rugit, et ça c'est pareil, c'est assez typique de lèpre. Et en fait, quand vous regardez, on a aussi des oreilles avec des petits nodules sur les oreilles. Au niveau neurologique, on peut avoir une atteinte avec une neuropathie périphérique à l'origine de griffes cubitales avec une amyotrophie ténare et hypoténare. Donc, c'est sur la paume de main là à droite, on voit que le galbe de la main, qui est normalement un peu relevé, est complètement effacé par des troubles trophiques. On peut aussi trouver des hypertrophies nerveuses, c'est-à-dire que les nerfs s'épaississent. Normalement, quand on palpe sur le cou, on n'a rien à ce niveau-là. Et en fait, les gens ils vont avoir une espèce de corde ici qui est une hypertrophie nerveuse. Le problème donc de la neuropathie périphérique, c'est qu'ils vont plus sentir leurs extrémités et se faire des plaies chroniques qui peuvent aboutir à des amputations, infections, etc. Et c'est ça qui fait une grande partie de la gravité de la lèpre. Si jamais vous pouvez me mettre... Alors je vais essayer de faire la vidéo. Oups, j'ai fait une bêtise. Je veux bien de l'aide s'il vous plaît. Pour la vidéo, merci. Donc comment on diagnostique une lèpre? D'abord c'est clinique, c'est tous les signes que je vous ai présentés, mais on peut faire ensuite un suc au niveau du lobe de l'oreille, c'est-à-dire qu'on va comprimer le lobe de l'oreille pour éviter qu'on ait du sang. On va faire une toute petite incision et ensuite on va frotter sur une lame et ça va nous permettre de mettre en évidence si le patient est notamment multibacillaire, le bacille de Hansen. Donc ça c'est une vidéo du professeur Bertolotti au Fidji, je crois bien, qui fait l'exemple du prélèvement sur un patient. Mais globalement, c'est un diagnostic clinique. Nous, on fait des histologies ici qu'on envoie ensuite en métropole. Et sur l'histologie, ils peuvent nous dire, bah oui, c'est une lèpre. Et parfois même, ils arrivent à nous classer entre possibacillaire ou multibacillaire. Grâce notamment à la mise en évidence du bacille de Hansen sur les lames histologiques. 2 mots sur les états réactionnels. Je vous disais qu'il y a 2 grands problèmes qui vont entraîner des handicaps chez nos patients. C'est les atteintes neurologiques et la deuxième problématique, c'est les états réactionnels qui sont en fait des perturbations de l'équilibre immunologique au cours de l'évolution d'une lèpre où les patients vont avoir de multiples symptômes, soit un gonflement des lésions initiales, des atteintes nerveuses avec une dégradation brutale, avec des neuropathies périphériques, des déficits moteurs, voire notamment dans les érythèmes noueux lépreux, des tableaux d'altération de l'état général fébrile, des arthralgies, etc. Et ça peut, dans de rares cas, mettre en jeu le pronostic vital. Et je vais finir par un petit mot sur le traitement,
qui est long et complexe. Complexe parce que, même contexte que les chromomycoses, on a un suivi difficile des patients qui sont parfois en situation irrégulière et qui vont être reconduits à la frontière, ce qui a pour conséquence de nombreuses interruptions de traitement qui va rallonger la durée de traitement, alors que c'est une maladie qui se traite bien. Elle se traite par une polychimiothérapie de 3 médicaments, la rifampicine, la dapsone ou dizulone et la clofizamine ou l'emprène. Et si on a un déficit en G6PD, on peut mettre de la clarithromycine à la place. Alors je vous disais que l'OMS a classé en 2 groupes possi et multibacillaires pour le traitement en fonction de si on a moins de 5 lésions ou plus de 5 lésions. Les possibacillaires vont être traités 6 mois, les multibacillaires 12 à 24 mois selon l'OMS, et nous, pour diverses raisons sur les pratiques locales à Mayotte, on traite 12 mois pour les possibacillaires, enfin 6 à 12 mois, et 2 ans pour les multibacillaires. En fait, notre collègue qui était avant avait constaté de multiples rechutes, et c'est un traitement qui est tellement bien toléré que finalement il avait été décidé de prolonger un petit peu les traitements. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dépassé mon temps. Je vous remercie. Merci Marc. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on avait vu une lèpre récemment, Julien s'en souvient peut-être, en réanimation, qui était venue avec un syndrome Rivers. Oui, un état réactionnel. Alors c'était peut-être si elle était en réa, ça devait être un érythème nouveau lépreux, je pense. Mais effectivement. Donc en fait, c'est une grande discussion qu'on a régulièrement avec le professeur Bertolotti, de savoir si c'est un mécanisme purement infectieux ou immunologique. C'est probablement un peu entre les deux. Mais en tout cas, on a un emballement du système immunitaire qui va parfois entraîner des grandes altérations d'état général, fébriles, avec des patients qui peuvent même plus se lever du lit, qui ont des arthralgies. Et notamment, nous, sur le plan dermatologique, ce qu'on appelle des nouures. C'est-à-dire qu'en dehors des lésions de lèpre, de léprome ou de plaques, on va avoir des lésions enchâssées profondes dans la peau qui atteignent en fait l'hypoderme, donc la 3e couche de la peau où il y a du gras, et on en a de temps en temps effectivement. Ils sont collés au lit et ils peuvent plus bouger. C'est vraiment très 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 impressionnant. Enfin, je sais pas quelle est ton expérience, Antoine. Alors déjà on appelle ça un érythème noueux lépreux, mais c'est pas un érythème noueux au sens dermatologique du terme qui nous fait ouvrir nos arbres diagnostiques habituels, puisque normalement au niveau anapathe, si je dis pas de bêtises, c'est une vascularite. Et cette partie-là, je pense que c'est ce qui est vraiment un message clé de la lèpre, moi, ce que je donne souvent, c'est de dire la lèpre, c'est une maladie infectieuse initialement, on la traite avec les antibiotiques pendant un certain temps, mais en fait assez rapidement ça devient une maladie purement immunologique, et on va traiter avec des anti-inflammatoires, des corticoïdes, et de plus en plus maintenant d'ailleurs du méthotrexate, et on est en train de faire un recueil rétrospectif au niveau national sur l'utilisation des biothérapies avec des anti-TNF, avec des anti-L1223, avec différentes biothérapies qu'on va avoir en accès en France, mais qu'on va pas forcément avoir de manière accessible dans d'autres pays comme au Fidji ou comme au Madagascar où on peut faire des missions et voir ces patients. Mais je pense que c'est vraiment important d'avoir cette distinction, parce que souvent les gens se disent s'il fait une réaction reverse ou s'il fait un érythème nouveau lépreux, il faut que je recommence à le traiter avec une trithérapie. Et en fait non, ça sera pas nécessaire, même si on peut rajouter du lamprène. Certains collègues disent qu'on garde quand même un peu de lamprène, mais ça servira à rien de recommencer. Mais en tous les cas, ça peut faire des tableaux extrêmement sévères. On a encore eu une jeune mahoraise il y a 2 ans qui a été dans un état catastrophique avec une fièvre pas possible, et on n'arrivait pas à s'en sortir, et c'est les biothérapies qui ont permis de contrôler. Elle va mieux d'ailleurs. Et effectivement, comme le dit le professeur Bertolotti, c'est parfois vraiment après guérison de la lèpre. On a arrêté les traitements et ça peut arriver à distance. Je voulais vous dire quelque chose. Je vous félicite pour le topo qui est remarquable. Merci. Et vous devriez le faire à tous les médecins qui arrivent à Mayotte, parce qu'il n'y en a aucun qui connaît la lèpre. Alors, depuis quelque temps, ils connaissent mieux la lèpre. On essaie de faire des topos régulièrement. Pour répondre à Philippe, on espère qu'un jour le panorama des maladies de Mayotte aboutira et sortira. C'est pas complètement perdu. Le versant dermato est déjà rédigé, envoyé à Karim. Je voulais juste poser une question. Enfin, j'ai 2 questions. Tu as parlé de biopsie. C'est comme il se trouve que je suis infectiologue, il y a plein d'endroits où c'est les infectiologues qui font de la lèpre, mais chez nous, c'est les dermatos. Donc je suis pas très au clair sur les biopsies, ça oui j'ai compris, mais est-ce que les lépromes, est-ce que tu les biopsies, les grandes plaques hypochromes, est-ce que tu les biopsies? Alors en fait ça dépend de quel type de lésion on a. Si clairement on a du léprome, moi je vais dans le léprome. Pour les plaques rondes, théoriquement on biopsie juste en périphérie, qui est a priori peut-être la lésion où on aura le plus de chances de retrouver du bacille. Après c'est ce qu'on a choisi à Mayotte,
parce que nos collègues du labo sur extraordinaire font beaucoup de choses et on ne peut pas leur surrajouter parfois des prélèvements autres. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas le prélèvement de sucre dermique ici. Mais donc sur les lépromes, si on a des lépromes, et je dirais en périphérie, enfin sur la plaque, mais juste sur la bordure externe pour les plaques. T'es d'accord, Antoine ? Je voulais juste rajouter 2 choses. Donc, sur la biopsie, sur une forme possibacillaire, vous pouvez ne pas avoir grand-chose en fait, si ce n'est juste un granulome un peu profond périnerveux. Mais le diagnostic de lèpre possibacillaire, je ne sais pas pour ceux qui en font aussi beaucoup, en fait, c'est hyper compliqué à faire comme diagnostic puisque les sucs dermiques vont être négatifs et la biopsie peut être peu contributive. Donc, ça va être vraiment l'argument clinique de la lésion unique ou dans faible nombre hypochromique, hypoesthésique ou hyposudative, c'est-à-dire qu'on va faire courir l'enfant ou le jeune et il va pas transpirer sur cette zone. Et sur le suc dermique, une petite astuce, et vous l'avez vu, mais c'est vrai que ça n'a pas été précisé, mais en fait, on le fait avec un ciseau. Vous avez vu, c'était un ciseau d'infirmier, c'était pas une lame de scalpel. C'est Pierre Coupier en Guyane qui m'avait appris à faire ça, parce qu'en fait, la lame de scalpel est beaucoup trop tranchante, et ce qui fait que le ciseau permet d'avoir un liquide exsangue. En tous les cas, ce suc exsangue, parce que dès que vous commencez à avoir du sang dessus, en fait, l'interprétabilité est très compliquée. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre juste un petit ciseau. Il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort. On avait fait d'ailleurs des images dermoscopiques, j'aurais dû te les donner parce que c'était assez sympa. On voyait qu'il y avait quand même quelque chose qui se passait, mais vraiment très 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 superficiel, et ce qui nous permet d'avoir juste ça, et on a après les barres qui apparaissent très bien. Et autre question thérapeutique, l'atteinte neuro, notamment la greffe cubitale, est-ce qu'il y a une réversibilité sous traitement ou pas ? Alors, j'ai pas une expérience suffisamment grande pour répondre complètement à ça. Après, j'ai assisté à quelques RCP nationales sur la lèpre. Globalement, il y avait un chirurgien qui assistait à la RCP nationale spécialisée dans la lèpre et qui disait quand on avait des atteintes nerveuses, notamment dans les réactions reverse, il fallait parfois même faire de la chirurgie très rapidement pour désengainer le nerf et éviter d'avoir des séquelles parce que assez rapidement elle s'installe. Un patient comme ça, je pense que, d'ailleurs il a été suivi et traité, il n'y aura pas de retour à l'état de base parce que il y a une amyotrophie déjà séquellaire. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est important de les reconnaître très vite pour pouvoir éviter les séquelles à long terme. Après on constate quand même sur la neuropathie périphérique une régression un peu. Quand on les interroge vraiment, ils disent oui, ça s'est amélioré. Mais parfois on arrive trop tard. Et la deuxième chose, je rebondis sur les lésions cutanées. Je peux pas tout montrer, mais on a donc c'est l'éprome sur le visage ou les oreilles. Et en fait, si on les traite, au bout d'un moment, ça finit quand même par s'affaisser et s'améliorer. Ça disparaît pas complètement. Et on aura quand même des séquelles esthétiques, mais ça s'affaisse et ça s'améliore en tout cas. Merci pour ce topo vraiment magnifique et très, très formateur. C'est vrai que nous, les infectiologues, on ne connaît pas bien. Tu as dit qu'il y avait environ 5% ou même moins des gens en contact qui se contaminent. Est-ce qu'on a une idée des facteurs de risque ? C'est pas l'immunodépression, c'est pas génétique, c'est pas... Alors c'est ce que j'ai retrouvé dans les grands articles de revue sur la lèpre. Il y a effectivement, je crois bien, un terrain génétique, mais je ne suis pas du tout spécialiste sur la physiopathologie de la lèpre et je ne pourrais pas plus répondre. Je ne sais pas si Antoine, tu as une idée. En tout cas, il y a clairement des gens qui vont avoir un système immunitaire capable de répondre et d'autres non, donc il y a forcément une base génétique là-dessus, mais je ne sais pas plus. Bonjour encore une fois. Je suis responsable de la lutte contre la lèpre et la tuberculose en juin. Nous, on travaillait en collaboration avec Dr Descartes Salade à l'époque, mais je pense qu'il est retraité depuis son départ. Il y a eu une rupture de collaboration avec le service de léprologie de Mayotte. Donc nous nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes par rapport à ça, parce que comme vous savez, la plupart des malades comoriens aiment venir se soigner à Mayotte, toutes pathologies confondues, y compris la lèpre. Donc nous avons des malades qui commencent le traitement en juin, mais qui finissent à Mayotte. Et il y a des patients aussi qui commencent le traitement à Mayotte, mais qui sont expulsés et se retrouvent en juin. Mais après, il y a des patients qui retournent à Mayotte encore, puisque le traitement est long. Ils pensent que nous, on n'arrive pas à les guérir, donc ils retournent à Mayotte. Donc, ces derniers temps, nous avons remarqué que la plupart des cas
graves à stade très avancé que nous dépistons, c'est des cas qui viennent toujours de Mayotte. Parce que nous, avec la stratégie très avancée, nous faisons des tournées 5 jours sur 7 pour dépister des cas à domicile dans les familles des anciens malades, pour pouvoir les dépister à temps, au début, avant d'avoir les complications neurologiques. Donc, nous n'avons pas beaucoup de cas de lèpre compliqués. Mais les cas compliqués que nous avons ces derniers temps, c'est des cas qui viennent de Mayotte. Quand on pose la question, ils disent que nous, on est des clandestins, on ne veut pas risquer d'aller à l'hôpital. Mais il y a aussi certains malades qui nous disent que nous avons été à l'hôpital plusieurs fois, mais on nous donnait seulement des pommades. Donc, je peux vous montrer quelques photos. Monsieur, c'est des patients que nous avons dépistés cette année même, en 2023, qui vivent à Mayotte depuis des années, qui font des consultations à Mayotte plusieurs fois, qui ont vu plusieurs médecins, mais ils n'ont jamais été... Celui-là, lui, il est naturalisé français. Il n'est pas clandestin. Donc, il est venu en juin, il a fait le sens inverse. Il est venu en juin pour se faire soigner, pas comme les autres qui... Et puis, vous, monsieur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, cette femme aussi vit à Mayotte depuis 30 ans. Elle n'a jamais été dépistée. Elle n'a jamais eu un traitement anti-lépreux. Et elle est expulsée, elle est clandestine, elle est expulsée et nous, on l'a pris en charge pendant 6 mois. Après, elle est retournée ici. Nous, on a fait un mot pour qu'elle puisse se présenter à Djankarada. On ne sait jamais si elle est venue ou pas. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, pardon. Donc, nous, on n'a plus ce genre de faciès léonais. Nous, on ne les trouve plus. Mais c'est des gens qui viennent... Ce sont les doigts de la femme âgée. Elle a 70 ans. Vous pouvez mettre aussi la diapositive suivante. Oui, c'est un homme je crois qu'il a 45 ans. Il est dépisté en juin, après avoir vécu pendant des années ici à Mayotte. Il n'a jamais été traité. Ensuite... Oui, c'est un jeune homme. Lui, il est dépisté. Non, c'est la photo. C'est la photo du tronc. Des iconos précédentes. Vous avancez encore. Voilà, c'est une fille qui est venue expressément en juin pour se faire soigner parce qu'elle a vu pas mal de dispensaires. On lui donnait seulement on lui prescrivait des pommades. Alors, si je peux répondre un peu à ça. Moi, mon intervention, surtout, je voulais profiter de ma présence ici pour qu'on puisse collaborer et voir comment on peut travailler ensemble pour pouvoir sauver les malades avant d'arriver à ce stade de complications. Premièrement, merci beaucoup. Et puis, je voudrais répondre aussi à la question de monsieur qui dit que est-ce que les griffes sont récupérables ou pas. Ça dépend en fait de la période de dépistage. Si le patient est dépisté avant 6 mois, avec la kinésithérapie et l'intervention chirurgicale, nous, on a eu à sauver des patients à la hauteur de 80-90% parce que nous avons pu envoyer deux kinésithérapeutes, un chirurgien en Inde par le fonds de l'Action d'Amiens pour être formés. Ils ont eu des formations sur la chirurgie réparatrice spécialisée dans la lèpre et la kinésithérapie spécialisée dans la lèpre. Donc, avec les interventions chirurgicales et la kinésithérapie, si le malade est dépisté avant 6 mois, il a la chance de récupérer. Mais après, ce n'est plus... Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, je vais essayer de répondre très rapidement parce qu'après on va passer à l'autre topo. Premièrement, oui, vous avez raison, il faut absolument qu'on ait plus de communication entre les Comores et Mayotte. Alors malheureusement, moi je suis dermatologue, il y a un seul dermatologue sur toute l'île. Et la première question a été, il faut faire de la formation à tout le monde. Depuis que je suis arrivé, je fais des topos et les lèpres sont de plus en plus reconnus et dépistés. Mais ça prend du temps. De notre faute, hein, on est des médecins qui restent qu'une certaine période, qui
qui partent, il n'y a pas de continuité, donc on est les premiers coupables. Deuxièmement, nous, effectivement, en tant que dermatologue, moi je fais souvent du diagnostic, mais après je réoriente vers Action Santé, où on a un collègue qui est là actuellement, mais c'est pas moi qui fais le suivi et le traitement des lèpres. Et c'est vrai qu'il y aurait eu un échange nécessaire entre ces deux structures afin d'améliorer la prise en charge et d'éviter d'en arriver là. Mais je suis d'accord qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à effectuer. Vous avez un super projet à monter ensemble, c'est-à-dire que aujourd'hui, par la NRS, par différents biais, on peut obtenir des financements pour de la coopération transfrontalière. En particulier, vu ce qui se passe à Mayotte, je pense qu'une coopération transfrontalière avec les Comores, ça peut vraiment être porteur et soutenu, ne serait-ce que mettre en place quelque chose de simple, avec une cohorte commune qui fait que quand madame, elle voit arriver un patient de Mayotte, elle a un moyen de consulter ce qui s'est passé à Mayotte et réciproquement. Évidemment, sans compter derrière les possibilités d'études sur des plus grandes cohortes, etc. Enfin, il y a vraiment un beau projet à monter. Pour rien te cacher, ça fait 8 ans que j'y songe et qu'on manque de temps. Et pour la première fois cette année, ça fait 9 mois qu'on a quasiment eu la présence d'un dermatologue senior en permanence sur Mayotte. Et ça, c'est un boulot qui demande énormément de temps pour avoir une attractivité. Marc qui contribue énormément, on a de plus en plus d'internes qui viennent aussi et qui reviennent, mais c'est très très compliqué et effectivement il y a des cas qui errent, c'est pas des diagnostics faciles, mais il faut absolument qu'on fasse cette collaboration et on a mangé ensemble justement avec Zahra ce midi et je pense qu'il y a plein de beaux projets à pouvoir monter et je suis ravi de savoir que la NRS peut financer, je vais les contacter. Juste une dernière. Si on fait une biopsie, on n'en fait qu'une seule. La deuxième, au niveau du nez, on ne fait pas les frottis nasales, ça ne marche pas bien. Et 3, la PCR. Ça a été utilisé. Est-ce que vous l'avez, la PCR? Non, mais. Oui, elle est décrite, mais oui, c'est utile. Globalement, nous, ce dont on aurait besoin pour pouvoir quand même être efficace, et la réponse est relativement rapide, le suc dermique, c'est l'examen direct, vous avez les barres, vous n'avez pas les barres. Sur les possibacillaires, vous ne les aurez pas. Sur les multibacillaires, si vous les avez, dans des cas de justement d'érythème noueux lépreux, où on n'a pas encore fait le diagnostic et ils sont déjà sur ce versant-là, ça permet de trancher tout de suite en disant c'est ça que le diagnostic. Donc ce serait super si vous pouviez effectivement faire cet examen des barres. Après, la biopsie, oui, après sinon c'est une biopsie que l'on fait et sur laquelle il peut y avoir une PCR faite au laboratoire. Ouais. Et nasal, si en fait quand je dis suc dermique, je dis en fait moi je fais 3 lames en général, je fais une oreille, la deuxième oreille et le coton-tige dans le nez et je viens étaler sur la lame. Ah, j'ai jamais fait, je sais pas. Vraiment dernière question, mais parce qu'on a pris beaucoup de temps. Alors moi j'ai été effaré par les chiffres, les normes concernant les nouveaux cas. Effaré, ça m'a fait projeter à l'époque coloniale où on avait ce qu'on appelait l'éléphantiasis des Grecs, donc c'était dans la lèpre à l'époque. Ça m'étonne beaucoup. Alors à quoi attribuez-vous soit l'aggravation, soit le maintien, la persistance de cette affection à Mayotte? Maintien ou aggravation, je ne sais pas, puisqu'on avait quelques années, mais on n'avait pas vraiment sur une longue durée. Je vais me permettre de répondre. En fait, je pense que l'étude qui a été publiée sur les 800 cas des 10 dernières années était assez flagrant pour cette réponse. C'est qu'il y a 2 foyers épidémiques. Il y a un foyer qui vient des Comores, qui sont plutôt des patients adultes multibacillaires. Je caricature, mais globalement, c'est un peu l'image que ça a donné. Et il y a un foyer possibacillaire chez des enfants à Mayotte. Et ça entretient. Et la venue des autres, ça maintient tout ça. L'idée, c'est comme ça. Donc, c'est pas un problème comorien. C'est un problème mahorais. Et il faut que les autorités, elles l'entendent et qu'elles le prennent en charge. Aujourd'hui, la prise en charge, je suis d'accord, elle est bien mieux prise. La lèpre, il vaut mieux être aux Comores. Il y a des études, il y a des fonds qui ont été versés pour faire des traitements de masse. Et c'est en train d'avancer avec la distribution de la rifampicine. C'est pas encore parfait, mais ça va s'améliorer. C'est pas le cas à Mayotte, en fait. Donc c'est un problème mahorais, c'est pas un problème qu'il faut rejeter sur les Comoriens, pas du tout.